Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Alors aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur le BTC comme d'habitude, mais principalement sur tout ce qui est funding et puis on va dire marché, leveragé, voilà, tout ce qui est levier. En fait, on va faire un gros point là-dessus et puis ensuite on ira voir un petit peu des données Glassnode, donc des données on-chain. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai pas mal de choses sympathiques à vous montrer sur les données on-chain. On passe tout de suite en partage d'écran et j'en profite pour vous dire que ce contenu est gratuit, ça prend du temps à faire, etc. Et la seule manière, on va dire, de m'aider à développer la chaîne, eh ben, c'est tout simplement de vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos, et puis mettre un like. J'aime pas trop faire ce genre de promo, ce genre de pub, etc. Mais c'est vraiment important de le faire. C'est pour vous, c'est un tout petit geste, et pour moi, en fait, ça permet que ce contenu soit diffusé au plus grand nombre et à ceux éventuellement qui peuvent se retrouver dans mes analyses, qui peuvent aimer, on va dire, voilà, la façon dont j'explique les choses, ma manière de voir les choses, voilà. Donc ici, on est toujours donc sur BTC. Vous voyez que bon, hier, j'avais commencé à évoquer la possibilité, voire j'avais évoqué fortement la possibilité que on pouvait éventuellement entrevoir une baisse du prix à partir de là, c'est-à-dire qu'on n'allait peut-être pas passer si on n'avait pas un retour fort des volumes et un retour fort de la demande au spot, ce point-là. Donc la droite du biseau descendant en élargissement. Vous voyez que si je recule ici, on est en fait dans ce grand biseau avec une ligne d'axe ici au milieu, la ligne verte. Et que voilà, malheureusement, c'est fait repousser par cette droite, malheureusement ou heureusement, ça dépend si vous êtes en long ou en short. À partir de là, comment il faut voir les choses? Quand on a fait cette baisse là, qui s'appelle plus ou moins, ouais, ce sont des liquidations, hein, on vient liquider en fait comment dire, on vient chercher les liquidités de gens qui avaient posé leur prix de liquidation en dessous là, c'est-à-dire qui étaient en longue, qui avaient posé des longues ici sous le prix, pensant que le prix allait monter, eh ben on vient prendre leur liquidité et Dieu sait que là il y en avait pas mal à prendre. Donc du coup à partir de là, ce selling climax là en général, comment dire, il se stabilise entre en général c'est pas toujours le cas, mais entre 0,38,2 et 0,78,6. Vous voyez que le 0,38,2 ici, il est ici. C'est pour ça que j'avais mis tout de suite ces deux bornes en disant on va probablement faire un range après un grand climat comme ça de survente. Très souvent, on vient faire un range entre les 0,786 et les 0,382. C'est à peu près ce qu'il est en train de se passer. Donc du coup, voilà, bon, on va dire que c'est la forte probabilité qu'il l'emporte. Et vous voyez que là, on est probablement encore en train de latéraliser un petit peu dans cette bande-là, qui était assez facile à annoncer dès le départ au moment de ce climax. La question à partir de là, c'est comment se construit ce range. Vous savez que la dynamique d'un range, c'est qu'en général, on va évoluer donc entre deux bornes ici, comme ça. Et en général, on sort du range quand les gens viennent shorter ici le haut du range. Les shorteurs de range ici viennent prendre un short. Et au moment où vous n'êtes pas inspiré de le faire, c'est-à-dire que vous le faites en même temps que la majorité, et bien en fait, le prix fait l'inverse. Il vient chercher vos liquidités à vous, mais dans ce sens-là, d'accord, vos prix de liquidation. Admettons, et alors là du coup j'explique un petit peu un peu mieux les mécanismes, mais peut-être que c'est pas plus mal finalement. Admettons que vous êtes en short, quand vous ouvrez un short, vous vendez instantanément un BTC et vous empruntez un BTC dans le même clic, vous empruntez un BTC pour vous. Donc en fait vous créez une vente au moment de shorter et en fait quand vous clôturez le short, vous rendez le BTC que vous avez emprunté et vous passez un ordre d'achat à l'inverse. Voilà, vous rachetez un BTC moins cher pour le rendre à l'exchange et vous empochez la différence. Ok, d'accord. Donc à partir de là, forcément, vous faites aussi une pression à l'achat ou à la vente. Donc quand on vient vous liquider, bah, bien évidemment, ce sont des pressions ici qui sont à l'achat. Votre liquidation crée un ordre d'achat, c'est ça que je veux dire, voilà. Donc là, on a été repoussé ici par ce haut de range. Donc voilà, on a des bonnes chances de revenir faire un petit tour sur ce niveau-là, pour l'instant. On peut aussi très bien ici, puisque là on arrive sur le point de contrôle du range, commencer à se retourner, peut-être descendre en 3 vagues, peut-être qu'on ne va pas aller en bas du range. Hein. Tout ça n'est pas des certitudes. Néanmoins, ici pour moi, rien de bien, comment dire, affolant au fait de faire ici un nouveau plus bas. Ça me dérange pas du tout, puisqu'on est dans un range. Voilà, c'est vraiment là pour le coup.
je suis d'accord avec la notion de range là-dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un Fibonacci qui reprend ici la hausse. Donc cette dernière hausse qu'on a eue, pour essayer de comprendre jusqu'où on pourrait corriger. On pourrait corriger jusqu'au 0,618, que ça serait pas grave. Vous voyez que là, on est en train de défendre le premier arrêt ici, donc les 0,382. Donc là, c'est vraiment, si jamais on se retourne ici, ça prouve qu'on reste dans une tendance haussière. Le premier arrêt doit être maintenu par les bulls. Si jamais on le perd, on a des très bonnes chances d'aller au 0,618, donc sur le bas du range. Hein, ça tombe pile poil, là, pour le coup, on peut pas faire mieux. Donc voilà pour, on va dire, ce qui est de l'analyse chartiste, oui, et graphique de BTC pour moi, en l'occurrence. Moi, vous savez que j'ai un short en cours depuis ici la touche sur ce biseau, et que pour l'instant, je ne clôture pas, je garde, j'essaye de voir comment se construit un petit peu cette baisse, et surtout comment se fait le funding, c'est-à-dire est-ce qu'on a en ce moment une majorité de shorters ou de longueurs en levier dans la place. Donc on va du coup aller faire l'order flow tout de suite. On va jeter un petit coup d'œil au carnet d'ordre. Vous voyez qu'il y a des ordres ici qui attendent autour des entre 36 et 35. Donc ça correspond à peu près à notre estimation de retourner ici en bas du range. Il y a des gens qui veulent acheter ce bas de range. Peut-être pour prendre juste simplement l'ascenseur pour revenir en haut, ou peut-être tout simplement aussi parce qu'ils veulent acheter et puis c'est tout. On n'a pas leur numéro de téléphone pour leur poser la question. Ici, on est sur l'order flow. Alors c'est pareil, je vais passer un petit peu de temps aussi pour expliquer. Donc là, on a le prix en BTC USDT sur Binance, le prix de tous les leviers, c'est-à-dire tous les gens qui short ou long en levier. Ici, on a le prix. Ici, vous voyez qu'on a eu très peu de volume ici sur ce haut de range. Très peu de volume ici aussi, donc bon, ça sous-entend aussi que on a eu un petit souci sur ce haut de range et que voilà, le prix était censé venir. À partir du moment où on n'avait pas plus de shorters ici, vous voyez ici, cette droite, on aurait voulu qu'elle soit plus rouge plus longtemps, qu'elle reste dans le rouge plus longtemps. Et là, on a d'un coup une augmentation du nombre de contrats. Donc ça, c'est l'open interest. C'est le nombre de contrats, que ça soit shorter ou longueur compris ensemble, le nombre de contrats qui sont en circulation. Et ici, vous voyez qu'on a une légère augmentation et en même temps que le funding augmente. Qu'est-ce que le funding? C'est-à-dire que si jamais, par exemple, je suis, on va dire, admettons qu'on ait une majorité de longueurs, à ce moment-là, le funding va devenir positif. C'est-à-dire que les longueurs qui sont en majorité vont, comment dire, donner un bonus aux shorters. Ça engage à faire l'inverse de la majorité. C'est comme un taux de crédit variable qui peut être positif ou négatif en fonction de la position que vous avez. Vous voyez ici aussi qu'on a un ratio long-short qui augmente. Donc ça, c'est les nombres de comptes, hein, c'est pas les positions. Pour le coup, on ne connaît que le nombre de comptes. Et là, on a énormément donc du coup de longueurs qui sont rentrées. C'est en train de se calmer un petit peu. Mais là, pour moi, à l'instant T, oui, on a une majorité de shorters puisqu'on a un funding qui est négatif. Mais on a encore besoin de nettoyer un petit peu de longueur vers le bas. C'est mon avis, ce n'est que mon avis, et c'est juste ma lecture. Voilà. On aimerait que le funding soit plus violent dans ses plus bas et qu'il tienne. Alors là, excusez-moi, du coup, j'ai perdu le truc, mais qu'il tienne plus longtemps. Donc voilà, on a fini là-dessus. Les options, donc pour le 4, donc vendredi prochain, on a un Max Payne à 38 000, assez peu d'options, et là il s'est pas mis à vendredi évidemment. On a un Max Payne à 37 000, 20 000 Bitcoin, c'est ni bon ni mauvais, voilà, c'est un prix qui est pas très fort. Hier, vous vous rappelez que je vous ai expliqué qu'ici il y avait quelqu'un qui prenait toujours un petit peu avec la même technique 3 positions à la suite. J'ai remarqué ça ici, donc à chaque fois 100 millions, 100 millions, 100 millions, avec 3 leviers différents. On ne sait pas ici s'il a pris profit ici avec ce prix de liquidation là, mais en fait c'est plutôt futé sa manière de faire, puisque au fur et à mesure que le prix monte, il prend, on va dire, un levier de plus en plus fort, donc il s'expose de plus en plus, et potentiellement qu'il clôture ces positions-là aussi au fur et à mesure. Bon là il s'est fait attraper, mais vous voyez que son x25 a quand même fait un petit up. Ici, il s'est fait attraper aussi, donc à chaque fois, il perd un tiers de son capital dès qu'un rond est pris. Mais néanmoins, vous comprenez qu'ici, en x25, potentiellement que cette personne pourrait être gagnante. Ici, moi, je voyais un gros retournement assez rapide pour prendre toutes ces positions-là. Ce retournement n'a pas eu lieu. Je pense que d'ailleurs, j'ai dû ouvrir mon short par ici, à mon avis. Ce retournement n'a pas eu lieu. Enfin, ouais, je pense, ouais, peut-être avant, je sais plus. Bon, là, en tout cas, moi, je voyais bien le prix se retourner, parce que vous voyez qu'on a des très petites positions, et quand même, on a pas mal de positions au sud.
Là, c'est pas mal en grosse position, puisque iBlock ne montre que les grosses positions, et iBlock ne nous dit pas quelles positions se sont fermées entre-temps ou pas. On voit qu'on commence à avoir un petit peu de monde au-dessus de la tête, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Actuellement, le delta est plutôt côté shorter, c'est-à-dire qu'on a plus de shorter que de longueur, et encore une fois, je ne parle que des grosses positions. Ici, on parle que des gros leviers et des grosses positions, d'accord? iBlock, c'est que pour les gros leviers et les grosses positions. Voilà donc pour l'order flow. Les news, rien de spécial ici, un petit peu d'Ukraine. Pas vraiment de news, on va dire, boursière qui pourrait envoyer le prix dans un sens ou dans l'autre. Sur MarketWatch, c'est un petit peu la même chose aussi. On voit que Facebook a perdu 20% ici, donc c'est intéressant à regarder quand même. Qu'est-ce que font les actions un peu tech, on va dire. On va aller regarder quand même vite fait qu'est-ce que nous a fait aujourd'hui Nasdaq et SPX. Nasdaq qui est plutôt sur, on va dire, un recovery, quoi, enfin une tendance haussière. SP500, pareil, qui va peut-être réintégrer ici son canal. Et les 100 plus grosses actions tech américaines, par contre, qui est en train de corriger. Donc ça, c'est intéressant à regarder. C'est pas le Nasdaq, mais c'est les 100 plus grosses actions américaines. Donc il n'y a pas de vase communicant entre ces actions-là et le SPX, ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Le pétrole qui latéralise pour le moment. Donc voilà, on pourrait dire que ça corrige au niveau des grosses tech. Bon, alors Facebook là a donné, je crois que Google a eu des très bons bénéfices. Je crois que Tesla a eu des très bons bénéfices aussi. On est dans une période où tout le monde publie un peu ses bénéfices. Donc c'est intéressant de suivre ce qui se passe au niveau de la bourse. Là, il est 22h52, donc ça y est, Wall Street est fermé. Et on peut voir ici que sur les 100 tech, c'est quand même une jolie correction de 15 à 14 800. Ça fait quelque chose comme ouais, 3% dans la journée, c'est beaucoup. Donc voilà, la tech qui corrige un petit peu encore. Donc peut-être qu'on a encore un petit peu cette narration de la Fed qui nous pend au nez. On va regarder vite fait les indicateurs sur, enfin les indicateurs de momentum sur Bitcoin. Ici, on peut voir qu'on a une divergence. Ouais, non, même pas. Là, le prix descend. Non, non, on n'a pas de divergence haussière. On n'a pas de divergence baissière non plus sur le RSI. Bon, ici, par contre, c'est intéressant en termes de momentum. On voit que ici, le ballon rebondit plus fort au début qu'à la fin. Là, vous voyez, je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ce mouvement-là, en termes ce mouvement de hausse ici, a été plus fort en termes de momentum que celui-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, en fait, c'est une divergence baissière sur MACD. Et ici, on voit que ce mouvement à la baisse qui est en train de se préparer là est plus fort que le précédent aussi. Donc on est là vraiment en train de construire des M sur MACD, ça c'est pas très bon. Williams, on voit qu'il était rentré dans son état de stupidité, il redescend et il va faire un tour en bas dans son état d'enfoncement. Ce qu'on veut pas, c'est que Williams reste trop longtemps en bas, hors de cette bande verte là, puisque ça signifie en fait des possibilités de sell-off. Un état d'enfoncement dans lequel est William et duquel il n'arrive pas à sortir. Sur le Market Cypher VMC, on voit ici une divergence baissière aussi. Bon, ben, on l'avait déjà vu un petit peu sur, comment dire, euh, sur MACD, excusez-moi, j'ai eu un petit... et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut regarder ici sur le VMC? On voit que l'argent est re-rentré, ça c'est la courbe un peu de inflow, de money, money inflow et money outflow. Donc ça c'est de l'outflow, l'argent sort du projet ici, et ici l'argent revient, mais tout de suite on a recorrigé malheureusement vers le bas. Et ça m'amène aux données Glassnode. Donc c'est bien 13 minutes. Voilà, on va passer à Glassnode tout de suite. Alors je vais peut-être le faire plutôt comme ça, voilà. Donc Glassnode, ça m'amène sur Glassnode et on va parler pas mal des futurs et de l'open interest et toutes ces choses-là, puisque en ce moment la demande est un petit peu en berne sur Bitcoin. Donc du coup, c'est important de regarder les marchés dérivés et les marchés en levier, parce que c'est pas mal eux qui drivent le prix. Je vous ai expliqué ce mécanisme que quand vous shortez, vous créez une pression vendeuse et quand vous faites clôturer votre short, vous créez une pression à l'inverse à l'achat. Donc les short squeeze donnent de grosses pressions à l'achat. Ici, on voit que l'open interest est forcément toujours beaucoup plus haut sur les tops parce qu'on a beaucoup plus de longueur que de shorter d'une manière générale. On va dire que c'est comment dire naturel de croire dans un projet en général. On a assez souvent c'est un peu stupide, mais comment dire,
des gens qui viennent longuer les tops, malheureusement. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et ici, sur toute cette descente, vous allez voir que tout le monde a essayé de longuer et de trouver le bottom, comme d'attraper un couteau qui tombe. Et ça, c'est dommage et ça fait mal aux mains. Tout le monde a essayé de longuer ces bottoms-là, plutôt que de prendre des leviers éventuellement plus faibles et de se donner des prix de liquidation beaucoup plus bas. Là, à chaque fois que vous voyez une grosse barre qui descend, bah, c'est tout simplement une cascade de liquidation. Le nombre de contrats ici qui étaient en longue d'un coup tombe parce que le prix tombe très vite. Le prix fait une barre et vous voyez que les contrats, bien entendu, diminuent plus vite que le prix. Ça, on y reviendra après. Ça, on y reviendra après aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça, c'est intéressant aussi. C'est les options. Et là, on va avoir une lecture assez intéressante aussi. En fait, ça, c'est les puts sur les calls. Donc, les puts, vous pensez que le prix va baisser. Sur les calls, où vous pensez qu'il va monter. Et en fait, donc, du coup, quand ce ratio ici descend, vous voyez que c'était le cas en fait, ça c'est la correction de cet été ici au milieu. Quand ce ratio descend, les gens sont plutôt en call, c'est-à-dire optimistes sur le fait que BTC va monter. En tout cas, sur les prix des options, on a plus de calls qui sont achetés, donc les gens sont plutôt optimistes, ou en tout cas, ils achètent l'assurance que le prix va monter. Et ici, à l'inverse, là, on a un reversal du sentiment. Vous voyez, ici, à peu près à ce point-là, là, on a eu 2 sell-off depuis. À peu près à ce point-là, tout d'un coup, les gens passent pessimistes. Donc plus d'achats que de put, plus d'achats de put que de call, c'est-à-dire plus de gens qui jouent le BTC à la baisse que à la hausse. Donc ça aussi, ça fait penser que peut-être, vous savez que les vendeurs d'options souvent gagnent par rapport à ceux qui achètent des options. Ce sont ceux qui les mettent sur le marché qui sont plutôt gagnants en général. C'est comme ça, c'est assez souvent comme ça, parce qu'ils ont l'argent pour pousser le prix là où ils veulent que le prix aille. Et là, on a une reversal du sentiment, donc ça pourrait nous dire que bientôt, peut-être, on aura au moins un rebond technique. Ça, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est le funding. Donc, je vous expliquais le taux d'intérêt variable du crédit de ceux qui long ou qui short en levier. Quand le funding est rouge, on a une majorité de shorters. Quand le funding est vert et très haut, ça veut dire qu'on a énormément de longueur. Et c'est souvent là que le prix ne peut pas supporter que tout ce monde-là soit pendu à la corde. Et du coup, le prix descend pour lâcher un petit peu du lest. Donc là, du coup, vous voyez que cet été, on a eu d'un coup un énorme mouvement de short, bien évidemment. Beaucoup de gens qui ont shorté BTC en disant, bah ça y est, on va à 20 000, on va à 10 000, etc. Et c'est ça qui a créé en fait cette poussée vers le haut, à l'inverse, puisque on était effectivement sur, du coup, comme les gens étaient en train de shorter, on était plutôt sur une pression sur l'achat, hein, puisqu'on avait beaucoup de BTC à venir chercher au-dessus. C'est ce qui s'est passé là. Premier rebond, vous voyez. Là, le BTC est à nouveau reshorté. Enfin, non. Ici, on a trop de longues qui reviennent ici dans la place, donc le prix corrige. Ici, le BTC est à nouveau shorté, donc du coup, on les short squeeze aussi. Nouvelle ATH. Et ici, vous voyez qu'on a eu cette jolie mèche là sur le sell-off du 4 décembre. Et puis ensuite, on commence là à voir tout doucement ce type de mécanisme là qui se met en place potentiellement. Donc un potentiel short squeeze qui serait peut-être à venir. Ici, on voit aussi que sur la dernière petite leg up là qu'on a faite, bien évidemment, on vient liquider plutôt du short. Ça, c'est la longue dominance, la longue liquidation dominance. Donc ça veut dire qu'en fait, quand c'est vert, on liquide du long. Et quand c'est rouge, on liquide du short. Vous voyez qu'on voit exactement le même mécanisme que ce que je vous expliquais. Ici, énorme short squeeze. Là, vous voyez tout le rouge qui est là. On liquide beaucoup, beaucoup, beaucoup de longues. Ici, une petite mèche vers le haut on liquide beaucoup de short, excusez-moi. Ici, on redescend et à nouveau short squeeze. C'est ça que je vous disais quand je vous expliquais que on était en bear market en fait depuis là et que finalement tout ce qui se fait là, c'est des mouvements uniquement de liquidation de gens en levier et c'est pas une vraie demande qui revient sur BTC. Ça, c'est le volume total des futurs. Vous voyez qu'on est loin des niveaux de cet été. On a quand même bien nettoyé quand même l'histoire, mais on n'est pas encore à des niveaux corrects pour que le marché puisse faire sa vie. Donc ça, je vous l'ai montré. Ici, ça, c'est la supply illiquid supply, c'est-à-dire que comment fait Glassnode, donc l'algorithme qui analyse les 400 gigas de blockchain. En fait, vous savez que le BTC, c'est comme si je vous donne un billet avec un numéro de série, mais dans la blockchain, je sais exactement par tous les portefeuilles par lesquels est passé ce billet. Donc c'est l'intérêt de la blockchain, c'est de pouvoir tracer tous les coins et aussi de pouvoir
comment dire, donner des comportements possibles au portefeuille. En l'occurrence, là, dépenses illiquides, l'algorithme va détecter les gens qui ne vendent que très rarement, c'est-à-dire qui n'ont jamais vendu plus de 25% de leur bag, et il va les classer dans l'offre illiquide. Et ici, on voit qu'il y a une divergence forte, contrairement à là où l'offre illiquide descendait. Ici, vous voyez que là, comment dire, il y a eu un sell-off de l'offre illiquide. Les gens qui normalement hold ont pas mal vendu sur cette descente de cet été. Et là, on a une vraie divergence, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur des gens qui sont des holders qui accumulent alors que le prix descend et accumule de plus en plus. D'accord? Alors ça, c'est plutôt par rapport à la taille des portefeuilles, et c'est intéressant à regarder aussi. C'est une donnée que Glassnode a partagée là dans sa newsletter de cette semaine et qui en fait montre que là, en fait, on va dire que si vous prenez le vert là ici et le bleu là, donc la bande ici qui est le vert foncé et le bleu vert foncé, le turquoise, et ben en fait on avait que 25% ici avant le crash Covid de l'offre qui était holdée par des personnes qui ont plus d'1 million sur leur portefeuille. Et là, vous voyez qu'on est quasiment à 75% de l'offre, un peu plus 60%. Si jamais on prend ici cette offre-là, enfin la totalité de cette offre, de gens qui sont des gros portefeuilles et qui hold. Donc du coup, en fait, la taille des portefeuilles augmente. Les whales, les gens qui ont beaucoup d'argent, commencent à accumuler énormément. Ça, c'est le volume de transfert par jour. Donc, vous voyez que c'est ce que je vous expliquais aussi quand je vous disais, bah, on est en fait dans un... Il y a un moment, on a perdu des institutions dans l'histoire, là. Et ben là, il y a quand même un retour depuis le tout dernier sell-off, là, sur cette nouvelle montée. Il y a un petit retour, je dis, qui pourrait laisser penser que soit on part dans une nouvelle tendance comme ceci, c'est-à-dire un vrai bull run, soit on est en tout cas en train de préparer un joli rebond technique potentiellement à l'instant T. Ça, c'est le NVT, donc c'est une donnée qui a été créée par Willy Woo, que peut-être vous suivez sur Twitter ou etc., qui est un analyste on-chain lui aussi, un très bon trader et quelqu'un qui donne des très bons signaux. En gros, qu'est-ce que veut dire le NVT? Le NVT, c'est, on va dire... alors, on va dire que quand vous êtes ici dans les droites à peu près rouges et vertes, pour schématiser, pour faire simple, vous êtes dans le prix, la fair value, c'est-à-dire un prix correct pour BTC, voilà. Et en fait, il détermine que ce prix est correct là en fonction du nombre justement de transactions. Il détermine la valeur de BTC en fonction du nombre de transactions par jour que BTC génère. Et donc du coup, comment dire, quand ce nombre augmente, la bande verte et la bande rouge augmentent aussi. La bande verte va être plus rapide, c'est un signal c'est comme une ligne de signal qui réagit plus rapidement. Voilà, c'est la 28 jours. Là, vous voyez, c'est l'envers. Et puis en rouge, c'est la 90 jours. La NVT Premium, en fait, c'est un peu plus comme un ratio, elle est ajustée aux entités. Et là, on voit souvent que quand la NVT Premium, donc la orange, vient taper à peu près dans ces zones-là, on a des rebonds. Je parle pas de rebull run, encore une fois, je parle de rebonds. Vous voyez ici, là, là par exemple, ici, là, on vient taper, on était en bas d'un blanc, ça c'était 2017, et on repart. Ici, même chose, en fait, c'est le rebond technique d'après 2017. Donc là, ici, c'est pareil, on avait touché ce point-là. Là, encore une fois, même chose, c'est le crash Covid, je pense, où là, c'est pareil, on a ce point qui vient dans cette zone et on repart. Ici, c'était cet été, exactement la même chose. Et là, on est à peu près dans la même zone, donc on a potentiellement des chances de repartir à partir de là. Je pense que j'ai fait tous les graphes. Laissez-moi juste vérifier un petit coup que j'ai rien oublié. Ouais, oui, bah c'est bon. Donc voilà un petit peu l'idée. Si on revient sur le prix ici du BTC, si on y arrive, voilà. Donc si on revient sur le prix ici du BTC, alors pour moi, on a quand même là ici de bonnes chances de retourner en bas du range ici, c'est-à-dire sur cette borne-là, d'accord? On a déjà touché cette borne 2 fois. Pour l'instant, c'est une résistance. On peut potentiellement lui accorder un petit peu de crédit. Il est possible à ce stade-là, et selon ce que fait l'Open Interest, donc c'est pour ça que moi je peux vous donner malheureusement la direction du prix que à court terme, parce qu'en ce moment on est très drivé par tout ce qui est Open Interest. Je vois pas vraiment de retour de volume, je sais pas si vous voyez ça, mais
J'ai pas l'impression. Là, vous voyez aujourd'hui le volume. Bon, on n'a pas encore fini la journée. C'est le même que lundi, mardi, et lui-même était le même que vendredi. Alors qu'on avait déjà un petit peu plus de volume sur ce sell-off là, etc. Ça commençait à s'exciter un petit peu là. Et puis là, vous voyez qu'en fait, on revient à peu près à la moyenne globale des mauvaises bougies de toutes ces dernières semaines. Donc, si on avait là du vrai volume, le volume ne fait pas le prix, hein. Il faut comprendre que le volume, bien évidemment, on a des acheteurs et des vendeurs ici dans le volume. Quand la bougie est rouge, le volume est rouge, mais ça ne veut pas dire nécessairement que comment dire que c'est une bougie que des vendeurs, si vous voulez. Le volume, c'est le volume, c'est et vendeur et acheteur. Voilà, c'est le nombre de transactions par jour. Donc à partir de là, on pourrait ici aussi potentiellement réfléchir à un point de contrôle sur le range. Vous allez voir que si j'affiche le volume profile depuis le selling climax, voilà. Vous voyez qu'on est pile sur le pic là, cette espèce de petit pic là sur le côté. Il arrive parfois que on rebondisse là-dessus. Ça correspondrait à rebondir sur le premier arrêt et potentiellement revenir faire un petit tour à partir de là là-dessus. Qu'est-ce que ça donnerait au niveau graphique? Ça voudrait dire qu'on viendrait casser cette droite bleue ici là, vous voyez. Et ça, ce serait plutôt une bonne chose parce que pour l'instant, on la suit à la lettre et à chaque fois, on se fait rejeter par cette droite, ce qui est vraiment dommage. À l'instant T, shorter en majorité, néanmoins encore du long à liquider pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir libérer le prix de ces chaînes, de ces fardeaux, de ces boulets, de ces boulets, oui, de ces boulets qui essayent de s'accrocher au prix dès qu'il y a le moindre rebond et de charger la mule en mettant des leviers x50, x100, etc. Et qui font qu'en fait, les market makers, puisque quand vous prenez un contrat, il y a toujours quelqu'un en face, il y a quelqu'un qui fournit la liquidité, qui joue contre vous, et ces gens-là ont l'argent pour ensuite venir vous liquider tout simplement. Donc, les market makers, à partir du moment où vous donnez, comment dire, une liquidation qui est très proche du prix, puisque si jamais je short en x100, il suffit qu'il y ait une variation de 1% du prix pour que je sois liquidé, en schématisant, hein, voilà, bien évidemment. Finalement, ces market makers viennent vous chercher. Les exchanges sont contents parce qu'ils prennent là-dedans des prix de liquidation, etc. et tout. C'est un peu comme une banque qui vous prend 15 € quand votre chèque est refusé, par exemple, et que vous n'avez pas les fonds pour honorer un chèque. Bah, la banque va vous prendre quelque chose aussi. Et là, c'est la même chose pour les exchanges. Donc, finalement, tout le monde est content avec ce mécanisme, sauf bien entendu les personnes qui ont placé ces leviers-là. Il faut savoir que les institutionnels font du levier aussi, hein, bien évidemment. Ça leur permet de hedger une position. Si jamais le prix va à l'inverse de ce qu'ils avaient dit, ça leur permet de jouer comme une assurance un petit peu le scénario inverse. Et puis, si jamais ils se font liquider, bah, tant pis, les sommes qui sont en jeu, de toute façon, sont beaucoup plus importantes que ce que l'on peut penser. Je crois que j'ai fait le tour, sincèrement, aujourd'hui, pour ce que j'avais à dire sur BTC. Donc, vous voyez que pour moi, la direction, bah, je peux pas vraiment vous dire si c'est vers le bas ou vers le haut. À l'instant T, moi, je dirais plutôt retour en bas de range, là, comme ceci. Donc, pour un petit retour aux 35 500. À l'instant T, vraiment, je pense que le prix a besoin de liquider encore un petit peu du monde vers le bas. Néanmoins, il est tout à fait possible que sur le point de contrôle de ce range, on puisse rebondir et éventuellement essayer de revenir chercher le haut du range, ou tout simplement rebondir, se cogner une nouvelle fois la tête contre cette droite. Et là, pour le coup, donc là, faux espoir, beaucoup de monde rentre éventuellement en longue, justement, en se disant, ah ben c'est bon, on est reparti. Et là, en fait, on se recogne la tête une nouvelle fois contre cette droite et on se fait rejeter vers le bas du range, ou alors potentiellement vers un retest de ce plus bas là, on va dire ce bottom, ce qui serait peut-être pas mal de nous donner en fait une sorte de bottom en W comme ça pour repartir. Pour moi, à long terme, de toute façon, vous savez que je suis très bull sur BTC. Par contre, malheureusement, le contexte macro en ce moment nous fait penser que potentiellement, comment dire, ceux qui ont vraiment l'argent, les très grosses mains, sont en train de bouder un petit peu BTC pour plutôt aller sur des assets un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins risqué, des obligations, des bonnes vieilles actions, Coca-Cola, etc., ce genre de choses, des choses qui font que votre portefeuille est beaucoup moins en danger. Et qui sont ces institutions? Bien entendu, ce sont les banques qui investissent l'argent des retail et qui elles-mêmes ne peuvent pas se permettre de prendre le risque, de continuer à prendre le risque, de risquer beaucoup d'argent sur des marchés qui sont potentiellement en danger à un moment où la Banque fédérale américaine menace de rehausser les taux. Prochaine date peut-être importante, c'est dans 8 jours, on aura les chiffres de l'inflation de janvier. Donc là, ça peut être intéressant de voir si l'inflation s'arrête ou pas, comment est, etc.,
comment est le sentiment à ce moment-là, et prochaine grosse réunion de la Fed, les 15 et 16 mars. Donc voilà, il y aura peut-être des choses intéressantes qui seront dites à ce moment-là. Je peux pas vraiment faire de points, de news sur le BTC aujourd'hui, en tout cas autour du Fonda, etc. Vous avez vu que j'ai fait les news un peu boursières, mais tout simplement parce que je n'ai pas pu être devant les écrans aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas pu vraiment regarder qu'est-ce qui se passe en fondamental autour de ça. Je sais que je crois qu'il y a une proposition en Arizona de passer le BTC comme monnaie légale. Alors c'est une proposition, hein, bien entendu, il y a des bonnes chances que ça soit pas fait. Et je sais aussi que les États-Unis sont en train d'établir un projet de loi autour des cryptos qui est principalement axé sur la protection des consommateurs. Donc ça veut dire potentiellement, mettre des leviers un petit peu moins forts. Enfin voilà, essayer de réguler autour de ça. Et potentiellement aussi sur le fait que les wallets, notamment les cold wallets, c'est-à-dire les clés Ledger ou les MetaMask, etc., tous les wallets qui sont un petit peu hors exchange, soient potentiellement un petit peu mieux traçables que ce qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où j'enverrai d'un cold wallet vers une plateforme, il faudra que la plateforme puisse dire à qui appartient ce wallet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça enlève à Bitcoin, on va dire, ce côté un petit peu anonyme. Donc à partir du moment, ça pose beaucoup de questions, à savoir comment vont être protégées ces données-là, par exemple, c'est-à-dire si le gouvernement ou les exchanges savent à qui appartient tel ou tel wallet, je parle bien sûr des cold wallets, ça pose quand même des questions. On pourra savoir un petit peu votre compte en banque en fait, et vous savez que dans les banques il y a le secret bancaire et que votre banquier ne peut pas donner des informations sur vous, etc. Enfin ça pose quand même pas mal de questions, voilà. Il faut réguler de toute façon les cryptos. Il y a un moment donné où ça ne peut que leur servir. Par contre, il faut bien réfléchir aux questions éthiques de comment les réguler, etc. Et comment tout ça peut se mettre en place et se faire. Moi, je suis pas du tout contre payer ses impôts, toutes ces choses-là et tout ça. Je pense que en France, par exemple, on a un beau drapeau parce qu'on soigne nos malades, parce que on a voilà une éducation, on a un semblant d'égalité des chances. Et je suis relativement fier de ça, en tout cas par rapport à tout ce qui peut se passer de manière ambiante dans les autres pays autour de nous. Mais c'est vrai que ça pose des questions. Ça pose des questions de réguler les cryptos à ce point-là. C'est tout pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, déjà on like, on met un commentaire éventuellement, voilà, on s'abonne, on met la cloche des notifications et aussi on peut partager un bon morceau de musique histoire de pas juste parler crypto, mais aussi d'écouter de la bonne musique pour se détendre. Donc mettez votre morceau de musique préféré, ce que vous écoutez en ce moment, ça permettra de faire connaissance autour de quelque chose d'autre que des chandeliers japonais. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très bientôt. Salut.